RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. C'est l'heure de Mardi politique. Bonjour Valérie Gasse. Bonjour Marc. Notre invité aujourd'hui est Sébastien Chenu. Il est député du Rassemblement national. C'est aussi un des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors on va évidemment commencer par l'Assemblée nationale. Hier, le Rassemblement national a voté la motion de censure de la NUPES à la surprise générale. Il faut savoir que Marine Le Pen avait pourtant juré que cela ne se produirait pas il y a quelques jours encore. Alors que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision? Mais nous avons vécu des travaux parlementaires pendant une semaine qui ont démontré combien le gouvernement finalement se moque de la représentation nationale et à travers elle des Français. Nous avons travaillé, nous, l'ensemble des députés, pas uniquement les députés du Rassemblement national, en faisant adopter des amendements, c'est-à-dire en fait des propositions pour faire évoluer le budget, qui ont trouvé des majorités de circonstances, parfois avec la gauche, parfois avec le MoDem, parfois avec Horizon, parfois avec les LR. Et sur tous ces dispositifs, le gouvernement, en dégainant son 49.3, a répondu en disant nous ne retenons marginalement quelques petites choses, mais globalement, nous ne retenons rien de ce que les députés ont voté. Nous déclenchons le 49.3 et nous n'intégrons pas ce que les députés ont voté. Cette désinvolture, pendant ce débat budgétaire qui est si important, méritait d'être durement sanctionnée. Et nous avons, avec Marine Le Pen, décidé, en étant des députés libres, que nous voterions toutes les motions de censure. Oui, on a commencé à en parler vendredi, après cette semaine éprouvante en termes d'heures passées à construire la loi. Nous nous sommes dit qu'effectivement, ce gouvernement méritait d'être censuré parce que sa pratique, au-delà d'un budget qui est fort contestable en lui-même, sa pratique et son respect du Parlement n'étaient pas au rendez-vous qu'on était en droit d'attendre. Alors l'idée, c'était certainement de faire sentir le vent du boulet au gouvernement, mais il y avait aussi derrière ce coup politique, on peut le dire, Marine Le Pen qui arrive à la tribune de l'hémicycle et qui annonce cette décision. C'était aussi destiné prioritairement aux Républicains, que vous présentez depuis les législatives comme un peu le mouvement supplétif de la majorité. Mais est-ce que ça devait se faire au prix d'une alliance? Elisabeth Borne a parlé de contre-nature entre la NUPES et le Rassemblement national. C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Vous ne partagez quasiment rien. Il ne s'agit pas d'une alliance. Une alliance de circonstances, en tout cas, sur un vote. Dans l'histoire parlementaire de notre pays, des grands textes ont été votés à un moment par la droite et par la gauche. Je pense par exemple à l'IVG. A été adopté avec les voix de la gauche à une époque, présenté par un gouvernement de droite. Donc le fait que des majorités de circonstances, là c'est même pas une majorité, se retrouvent sur des textes, c'est tout à fait normal. La motion de censure, c'est un outil qui nous est donné. Le gouvernement a un outil, le 49.3, il fait adopter sans vote son budget, et en échange, l'opposition a un autre outil qui est la motion de censure. Donc on s'est dit, nous avons cet outil à notre disposition, nous déposons nous-mêmes une motion de censure, parce que nous votons celle de la NUPES, mais nous votons la nôtre évidemment, et la NUPES ne vote pas. Ça montre bien l'hypocrisie aussi de ce gouvernement. Mais vous ciblez quand même les Républicains. Oui, je vais venir, mais la gauche qui ne vote pas et qui est effarouchée de dire le RN a voté notre motion, etc. Donc s'ils ne voulaient pas qu'on vote leur motion de censure, c'est qu'en fait c'est du flanc, ils ne voulaient pas que ça passe. Et puis les Républicains, il fallait bien un moment qu'ils sortent de l'ambiguïté et qu'ils nous expliquent s'ils sont favorables à cette majorité et donc à ce budget, ou s'ils censurent le budget, le gouvernement, et on leur a demandé finalement de sortir de leur ambiguïté. Mais nous ne sommes pas les seuls à demander aux Républicains de sortir de l'ambiguïté. Nicolas Sarkozy demande aux Républicains de sortir de l'ambiguïté. Non, il n'y a pas d'abstention en motion de censure. Sur une motion de censure, non, mais les Républicains ne voulaient pas voter le budget. Donc ils étaient d'accord. Oui, non, mais c'est ça la motion de censure. Vous censurez le gouvernement, vous votez pour la censure, ou si vous ne votez pas, vous laissez le gouvernement dérouler son budget, donc vous êtes d'accord avec lui. Il faut que les Républicains sachent où ils habitent, notamment par rapport à leurs électeurs, parce qu'ils se sont fait élire il y a 6 mois. Que vous aimeriez bien voir revenir un peu plus tard. Mais qui, de toute façon, naturellement, à un moment, vont continuer à se détourner d'eux. Vous savez, il y a 6 mois, ils se sont fait élire en disant « nous sommes l'opposition à Emmanuel Macron ». Quand vous êtes l'opposition, quand vous n'êtes pas d'accord, vous avez des actes politiques forts. Nous, nos électeurs, ils nous ont missionnés
pour censurer ce gouvernement, pour dire nous ne voulons plus de cette politique. Nous, on en veut une autre, une différente de la NUPES d'ailleurs. Est-ce que votre objectif désormais, c'est de faire tomber ce gouvernement, peut-être en ralliant LR? Est-ce que vous visez une dissolution de l'Assemblée nationale? Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est votre nouvelle stratégie? Non, mais l'objectif n'est pas de faire tomber un gouvernement pour le plaisir de faire tomber un gouvernement. Ça n'a pas de sens. L'objectif, c'est d'infléchir la politique du gouvernement. D'ailleurs, Marine Le Pen avait dit, si la majorité, si le gouvernement s'avisait de faire entrer par un amendement la réforme des retraites dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, nous voterions toutes les motions de censure d'où qu'elles viennent. Donc déjà, on s'était donné la liberté de pouvoir les voter. Donc l'idée, c'est pas de faire tomber le gouvernement, c'est d'infléchir la politique ou de s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron. Mais le gouvernement n'a fait aucun geste vis-à-vis de ses oppositions, parce qu'en fait, le Rassemblement national et la NUPES sont le cœur de ces oppositions. Donc actuellement, le projet politique du Rassemblement national, c'est ça, c'est faire tomber le gouvernement. Non, je viens de vous dire l'inverse. Je viens donc de vous dire exactement l'inverse. Ma phrase était exactement l'inverse. L'idée de faire tomber le gouvernement n'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est de changer la politique du gouvernement, le faire reculer sur la réforme des retraites, lui faire prendre d'autres directions à travers le débat budgétaire, par exemple, à travers des amendements qu'on a votés. Quand on vote un crédit d'impôt sur le droit de garde des enfants, sur la possibilité de garder des enfants, c'est pour aider les familles. Lorsqu'on vote des crédits d'impôt sur les EHPAD et pour les personnes qui veulent accéder aux EHPAD, c'est pour aider les personnes qui sont en situation de dépendance. C'est pas idéologique, ça. Ce sont, j'allais dire, des aides aux Français qui sont dans une situation de pouvoir d'achat extrêmement difficile. Donc le gouvernement a été sourd à tout cela, c'est son droit, mais nous avons un outil, c'est la motion de censure. Je veux en venir à une poignée de main discrète, il faut le dire, dont on a parlé. C'est celle entre le président Emmanuel Macron et la nouvelle première ministre Giorgia Meloni. C'était à Rome. Alors, on imagine que Marine Le Pen va également bientôt rencontrer Giorgia Meloni. Bon, je ne sais pas. Enfin, je pense que Giorgia Meloni, sincèrement, a pour l'instant pas mal de choses à faire que de rencontrer des dirigeants d'autres partis politiques, y compris lorsque elle est en bon terme avec eux. Nous, notre allié, c'était Salvini, je le rappelle, qui est vice-premier ministre aujourd'hui. C'est pas Giorgia Meloni. Nous, c'est Salvini historiquement, mais il participe à cette équipe gouvernementale. Moi, je trouve normal que le président de la République rencontre celle qui aujourd'hui préside aux destinées de l'Italie, enfin qui est présidente du Conseil italien. Ça me semble être tout à fait normal. Les États, vous savez ce que disait le général de Gaulle, les États ont des relations entre eux. Donc c'est tout à fait normal et ça montre d'ailleurs que quelle que soit la sensibilité de ceux qui sont portés par les peuples librement, démocratiquement à la tête de leurs États, eh bien le monde continue de tourner. Est-ce que ça peut être une partenaire, Giorgia Meloni, pour Marine Le Pen? Il y a des choses sur lesquelles elles peuvent se rassembler, l'immigration, puis il y a des sujets sur lesquels elles sont complètement pas d'accord. Par exemple, Giorgia Meloni est contre l'avortement, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Et puis, il y a un autre sujet de discorde, c'est Marine Le Pen a l'objectif de faire un groupe des droites au Parlement européen. Il faudrait avoir l'accord de Giorgia Meloni, et ça n'a pas l'air d'être gagné non plus. Partenaire ou rival sur la scène européenne? Non, il y a plusieurs choses, vous savez, c'est un peu comme les pays. Les pays, parfois, ce sont des partenaires, parfois, ce sont des amis, parfois, ce sont des rivaux, et on peut être tour à tour tout cela. Avec l'Italie, il y a deux choses. Il y a la politique intérieure italienne. Par exemple, nous, on n'est pas favorable, effectivement, à revisiter le droit à l'avortement. On est favorable à l'IVG, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Giorgia Meloni est probablement plutôt conservatrice sur ces sujets de société, davantage que nous-mêmes. Bon, c'est un point de différence, mais ça, j'allais dire, elle doit le régler avec les Italiens. C'est la société italienne est peut-être plus conservatrice que la société française. C'est pas nous qui allons nous en mêler. Après, il y a l'extérieur. Marine Le Pen ne souhaite pas faire un groupe des droites au Parlement européen. Elle souhaite faire un groupe de ceux qui sont souverainistes. Et on peut être souverainiste et de gauche, d'ailleurs. Je vous rappelle qu'en France, il y a des souverainistes de gauche. On peut souhaiter l'indépendance de son pays sans être forcément encalminé ou positionné sur l'échiquier politique droit. Et donc, Marine Le Pen, elle souhaite travailler avec tous ceux qui sont souverainistes et qui considèrent que la création, la structuration, le développement aujourd'hui de cette Union européenne ne va pas dans le bon sens. Donc, si c'est avec Giorgia Meloni et ses alliés demain, ce sera très bien. Si c'est avec d'autres, ce sera ainsi. Mais notre groupe, il vit avec des gens qui ont des sensibilités très différentes, mais qui ont comme point commun d'être des souverainistes.
Alors, selon nos confrères du Monde, 2 enquêtes préliminaires ont été ouvertes en septembre 2021 contre le dialogue franco-russe. Le dialogue franco-russe, c'était un organisme qui avait été créé par Vladimir Poutine et Jacques Chirac en 2004. Ces enquêtes visent notamment son président, à savoir le député européen du Rassemblement national, Thierry Mariani, qui est bien connu pour ses positions pro-russes, qu'il ne cache pas d'ailleurs. Il est soupçonné d'abus de confiance, blanchiment, corruption, trafic d'influence. On parle de choses très sérieuses et c'est évidemment pas la première fois que le Rassemblement national se voit reprocher. Là, en l'occurrence, ce serait par la justice, ses liens avec la Russie. Non, mais là, vous venez de dire 2 choses qui sont, à mon avis, qui n'ont aucun lien. Rappelez-nous en quelle année était ce dialogue franco-russe ? Ça a été établi en 2004. Voilà, il a été établi en 2004. En quelle année est arrivé Thierry Mariani au Rassemblement national ? Plus tard. Voilà, 10 ans après. Donc déjà, il n'y a aucun lien avec le Rassemblement national. Non, mais il faut quand même être très précis, parce que là, vous faites un lien qui me semble être pas honnête intellectuellement. Donc, Thierry Mariani, s'il doit se justifier de quelque chose, il va le faire en toute bonne foi. Il est présumé innocent, comme n'importe quel justiciable, et il ira s'expliquer. Et puis, probablement, il s'en trouvera, comme bien souvent, blanchi. Et puis, dans quelques années, on dira, finalement, il n'y avait rien d'autre, parce que ça tombe à un moment tout à fait idoine, qui est le moment où nous déposons nous-mêmes une commission d'enquête pour savoir quels sont les liens entre les partis politiques français et les puissances étrangères. Puisqu'on est sans arrêt sur notre dos à nous dire « oui, mais vous avez probablement un lien avec la Russie » et qu'on remet en cause de façon tout à fait malhonnête notre patriotisme ou qu'on sous-entend qu'on puisse être à la botte d'une puissance étrangère, eh bien nous disons « chiche ». Allons, avec une commission d'enquête, faire la lumière sur les liens entre les partis politiques français, tous les partis politiques français et les puissances étrangères. On n'a rien à cacher. Vous savez, nous, nos comptes, ils sont publics, ils sont validés par les commissions de comptes de campagne, les commissions des comptes... Vous reconnaissez qu'en fait, que politiquement, c'est quand même comme une espèce de sparadrap sur le Rassemblement national, ces liens avec la Russie qui semblent opaques, que vous contestez, voilà, mais qui reviennent par différentes affaires. Systématiquement, c'est votre manière de contre-attaquer là-dessus. Mais bien sûr, nous utilisons ce qu'on appelle le droit de tirage, c'est-à-dire nous mettons en place, nous utilisons notre possibilité de déclencher une commission d'enquête sur ce sujet. Et c'est assez amusant de voir que la majorité actuelle macroniste voulait utiliser son droit de tirage elle-même sur ce dossier-là et que finalement elle ne le fait pas. Donc on va voir qui a quelque chose à se reprocher, qui a des liens avec le Qatar, qui a des liens avec les États-Unis, qui finance quoi. Ça va être très intéressant pour Emmanuel Macron de pouvoir faire la lumière aussi sur ses campagnes présidentielles. Juste une petite précision, quand vous dites ça tombe au moment idoine, vous pensez que c'est téléguidé tout ça ? Je trouve qu'il y a des hasards, je trouve que c'est amusant au moment où nous... Il n'y en a pas, justement. Voilà, je trouve qu'au moment où nous déclenchons cette commission d'enquête, il y a des contre-feux qui s'allument ici et là pour essayer de parasiter ce que nous proposons. Mais allons au bout, faisons cette commission d'enquête, auditionnons tous ces gens qui se permettent de procéder par sous-entendu, qu'ils viennent le dire devant une commission d'enquête et qu'ils assument leurs propos. Nous ferons la lumière. Un petit mot, Sébastien Chenu, sur la campagne pour le congrès du Rassemblement national, l'élection du nouveau président, 2 candidats, Jordan Bardella, Louis Alliot. On a l'impression que cette campagne, c'est un peu encéphalogramme plat et il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que c'est parce que c'est joué d'avance? À la fin, c'est Jordan Bardella qui gagne. On apprend que Louis Alliot est candidat dans des cantonales partielles à Perpignan à la fin du mois de novembre. Est-ce qu'il a déjà admis sa défaite? Non, ça n'a pas de lien d'ailleurs, parce que Louis Alliot n'est pas dans une situation de cumul des mandats. Il peut très bien être conseiller départemental. Être président du parti. Si vous voulez, ça ne pose aucun problème. Non, c'est la première fois qu'on a une élection interne avec des candidats qui ne s'appellent pas Le Pen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la première fois, le Rassemblement national sera présidé demain par quelqu'un qui ne sera pas un Le Pen. Donc il y a 2 candidats, c'est à peu près normal dans tout système démocratique, une élection, plusieurs candidats. Dire qu'ils sont sur une ligne politique différente, non, c'est vrai. Ils sont sur la même ligne politique, c'est-à-dire qu'ils sont marinistes. Voilà. Ça, on l'a bien compris, mais ça veut dire qu'à la fin, on sait déjà qui va gagner. C'est un mariniste. À la fin, c'est un mariniste, c'est vraisemblablement Jordan Bardella. Après, ils ont tous les 2 des qualités différentes, des parcours différents, des propositions de gestion du parti aussi qui sont probablement différentes. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir avec les duels Copé-Fillon, par exemple, à l'époque de l'UMP, où les gens s'insultaient, se traînaient dans la boue. On sait aussi, c'est peut-être un signe de maturité. On sait gérer les choses correctement. Surtout que vous avez Marine Le Pen qui reste votre candidate potentielle pour la prochaine élection présidentielle. C'est notre référentiel. Les enjeux sont un petit peu différents dans notre référence. C'est notre référence. Et moi, je travaille et je souhaite, et je le dis, je souhaite que Marine Le Pen soit notre candidate la prochaine fois. Elle prendra la décision qu'elle voudra quand elle le souhaitera.
Je veux en venir à certains faits divers tragiques qui ont beaucoup agité le pays et les sphères politiques. À Rouen, il y a un fait divers où un père s'est, semble-t-il, vengé contre l'agresseur de sa fille de 6 ans. On parle d'agression sexuelle. Il est allé se venger de lui-même. Le procureur a ouvert une enquête pour violence contre le père. Ça fait évidemment beaucoup réagir, cette espèce de loi du talion. Certains affirment qu'ils comprennent qu'un père, quand il voit sa fille se faire agresser probablement sexuellement, prenne les choses entre ses mains. Quelle est votre réaction à ça ? Vous savez, c'est le maire de Cannes, David Lisnard, qui est président des maires de France, qui disait dans sa ville, suite à cette agression d'une vieille dame, son fils avait dit si moi j'avais retrouvé les agresseurs, je leur aurais fait la peau. Et David Lisnard avait dit, en tant que si j'avais été le fils de cette dame, effectivement, il n'aurait pas fallu que je tombe sur les agresseurs. Intellectuellement, on peut comprendre les choses, mais on ne peut pas les accepter. C'est-à-dire que quand on est en position de responsable politique, on ne peut pas accepter la loi du talion, et on peut encore moins l'accepter dans notre pays. Éric Ciotti a dit qu'il comprenait. Non, mais je viens de vous dire, intellectuellement, on peut comprendre. On vous dirait, votre mère a été assassinée, etc. Vous auriez peut-être envie d'étrangler celui qui l'a fait. C'est une évidence. Ça, on peut le comprendre. Maintenant, moi, je suis responsable politique. Une fois que j'ai dit ça, je ne peux pas me résoudre à voir mon pays basculer dans la loi du talion. Je ne le peux pas. Et pour ça, il existe la loi. Toute la loi, rien que la loi. Encore faut-il qu'elle soit ferme, encore faut-il qu'elle s'applique, encore faut-il que les Français n'aient pas ce sentiment permanent d'injustice. Encore faut-il que les Français croient en la justice et aient des raisons d'y croire. Et malheureusement, tous les phénomènes de société qu'on voit, toute cette violence qu'on voit, eh bien, fait écrouler la confiance qu'on peut avoir en l'appareil judiciaire. C'est cet état d'esprit qui a justifié votre rétropédalage. En tout cas, vous avez, sur l'affaire Lola, au début, vous êtes rentré un petit peu dans la surenchère, et puis finalement, vous y avez mis un terme en décidant de ne pas vous associer à la marche avec Éric Zemmour. Vous avez senti que ce n'était pas la bonne réponse ? Non, mais il y a plusieurs choses. D'abord, moi, le procès en récupération, en instrumentalisation, je trouve qu'il n'a pas de sens dans la mesure où quand on est un homme ou une femme politique, on est là, on n'est pas là pour commenter la vie. Nous, on n'est pas derrière un micro pour commenter la vie, l'analyser, etc. On est là pour trouver des solutions. Donc, le droit, la nécessité de devoir trouver des solutions, c'est la mission du politique. Donc, pas d'instrumentalisation, pas de récupération. La nécessité d'ouvrir le débat, de trouver des solutions et de les appliquer. C'est ça dont les Français ont besoin. Sébastien Chenu, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Mardi Politique sur France 24 et sur Radio France Internationale. Merci à vous. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et France24.com.